Dans les derniers mois aux États-Unis, on a beaucoup entendu parler des arrestations des agents de l'ICE, la police de l'immigration. Mais on a beaucoup moins entendu parler de ce que deviennent les migrants et les migrantes qui espéraient se rendre aux États-Unis. Il faut savoir que depuis plusieurs décennies, c'est de loin la première destination d'immigration dans le monde. Et pourtant, selon les chiffres de la police des frontières américaines en mars dernier, les arrestations effectuées le long de la frontière sud-ouest avec le Mexique avaient diminué de 92 par rapport à la moyenne mensuelle des 33 dernières années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont dans le besoin ou des vulnérables, mais on sait qu'ils n'ont plus accès à des territoires. Donc, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui se passe, etc. C'était assez choquant. Elle, c'est Patricia Martin. Elle est professeure titulaire de géographie à l'Université de Montréal et chercheuse au Cérium. Elle travaille sur les migrations entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. On a parlé avec elle pour comprendre quels impacts ont les politiques anti-immigration de Trump dans le sud du Texas, quelles sont les répercussions du côté du Mexique et quels sont les impacts aussi à la frontière canadienne. Mais d'abord, revenons sur l'histoire de la militarisation de cette frontière entre les États-Unis et le Mexique. Selon Patricia Martin, c'est peu de temps après la signature de l'ALENA, un accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada en 1994, qu'on observe l'émergence d'une politique de sécurisation. C'est certain que l'11 septembre a eu un impact vraiment très important. Donc, c'est à partir vraiment de ce moment-là qu'on voit ce basculement, je dirais, vers des politiques de sécurité qui ont eu un impact énorme sur la frontière. Le Secure Fence Act, signé en 2006 par George W. Bush, autorise la construction de plus de 1100 km de clôtures et permet aussi de mieux outiller les agents frontaliers avec des véhicules, des drones et des satellites. Puis, plus récemment, en 2017, Donald Trump a signé un décret pour construire un mur. So, we're going to build it. Who's going to pay for the wall? 100%. Il y a le mur, il y a toute une infrastructure de surveillance à travers des blimps, à travers d'autres types de surveillance électronique. Il y a aussi la mise en place des checkpoints. Donc, il y a un checkpoint qui est environ 100 km au nord de McAllen, ou de la frontière. Et c'est par là où tout le trafic, toute la circulation doit passer. C'est un espace d'expérimentation technologique, militaire. Et on peut faire ça parce que c'est aussi un espace où certains droits fondamentaux sont suspendus. Parallèlement, il existait tout un écosystème pour accueillir les migrants avec des centres d'hébergement et des organismes communautaires. Mais les politiques anti-immigration de Trump ont changé beaucoup de choses dans le sud du Texas. Patricia Martin s'est rendue proche de la frontière avec le Mexique, à McAllen. En particulier, c'est un auberge, un refuge qui est assez connu à McAllen, Texas. Quand je suis allée en 2024, on voyait quand même dans les refuges des personnes migrantes qui ont été reçues et appuyées. Quand je suis allée l'année dernière, c'était complètement vide et c'était assez choquant pour moi de voir ça parce qu'on se pose la question, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont dans le besoin ou des vulnérables, mais on sait qu'ils n'ont plus accès à des territoires. Donc, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui se passe? Complètement vide parce qu'il est beaucoup plus difficile pour les migrants de traverser aux États-Unis. Les centres d'aide ont donc choisi de transformer leur offre en distribuant, par exemple, de la nourriture à la population vulnérable de la région. Patricia Martin veut observer plus en détail ce qui se passe sur place. Elle s'y rendra cet été par voie terrestre, comme elle l'a fait dans le passé, pour suivre la route des migrants. Mon impression, et puis c'est ça que j'irai valider, c'est qu'il y a eu quand même un grand virage vers l'idée de vouloir protéger les gens qui sont déjà sur place et qui sont à risque d'être détenus et expulsés par ICE ou des autres agents fédéraux. Patricia Martin nous raconte que dans le sud du Texas, 80 de la population est latino. Historiquement, c'est un territoire binational avec beaucoup de mobilité entre les États-Unis et le Mexique. Donc, je crois qu'il y a eu une transformation dans les pratiques de soins, de solidarité, etc.
Donc, c'est ça que je vais aller essayer de constater cet été. Les politiques anti-immigration de Trump ont eu un impact sur les régions qui accueillent habituellement les migrants aux États-Unis. Mais qu'en est-il des conséquences sur les pays voisins? Les chiffres, en fait, ont vraiment commencé à diminuer dans l'été de 2024, c'est-à-dire sous l'administration Biden, qui commençait déjà à l'époque à suspendre des politiques d'accueil qui existaient pour encadrer un peu les flux de population à travers la frontière. Mais quand Trump a commencé son deuxième mandat en janvier 2025, il a immédiatement fermé une application appelée CPB One. C'est une application qui permettait aux migrants basés au Mexique de prendre rendez-vous pour faire leur demande d'asile aux États-Unis directement sur leur téléphone cellulaire. Et dès qu'ils obtenaient leur rendez-vous, ils se rendaient à la frontière. Et donc, des gens qui avaient déjà des rendez-vous ou des gens qui étaient en processus de faire une demande, tout ça a été annulé. Je crois qu'on parle autour de 300 000 personnes qui étaient au Mexique en cette époque-là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec ces personnes? Encore une fois, c'est très difficile pour moi de dire, mais certaines qui ont tourné vers le Mexique pour faire des demandes d'asile, certaines qui sont restées dans des situations précaires. Il y a des gens qui sont déportés des États-Unis en ce moment aussi vers le Mexique. Conséquence, le Mexique n'est plus seulement un pays de transit vers les États-Unis, mais aussi une destination pour des migrants qui fuient leur propre pays. Les États-Unis, entre autres, a aidé à la construction d'une infrastructure humanitaire au Mexique via USAID et d'autres organismes. Donc, il y a des politiques d'accueil, il y a des tentatives d'augmenter la capacité de recevoir des demandeurs d'asile au Mexique, mais c'est sûr et certain qu'il y a une bureaucratie très importante, que les services ne répondent pas aux besoins nécessairement. D'ailleurs, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés a fermé l'an dernier 4 de ses bureaux au Mexique, victimes des coupes budgétaires américaines. Si le Mexique devient un pays d'accueil, Patricia Martin considère que le Canada, lui, se transforme en pays de transit. Il y a un accueil parfois avec des migrants temporaires, mais des gens qui ont de plus en plus la difficulté de rester sur place, où on va fermer les frontières, qu'il y a une distance de cette historique d'être un pays d'accueil. Deux choses viennent restreindre l'accès aux demandes d'asile ici au Canada. D'abord, la modification de l'entente sur les tiers pays sûrs en 2023, qui s'applique désormais à toute la frontière terrestre, y compris les passages irréguliers comme le chemin Roxham. Puis, en mars dernier, la loi C-12 a restreint encore davantage l'accès à l'asile en donnant un délai maximum d'1 an après l'arrivée au pays pour déposer une demande. Au moins 30 000 demandeurs d'asile seraient déjà visés par cette nouvelle loi et d'autres le seront dans les prochaines semaines. Donc, en ce moment, ce que je constate, c'est que le Canada recule aussi. En quelque sorte, cette politique vient, même si on ne le dit pas ouvertement, c'est sûr, en quelque sorte renforcer la position des États-Unis. Parce que c'est plus dans la continuité que dans la rupture qu'on voit les tendances au Canada. Ce que Patricia Martin nous dit, c'est qu'on assiste en Amérique du Nord à une transformation totale des politiques et des pratiques liées à la migration. Il y a eu une distanciation de tous les principes de base qui structurait un peu les politiques d'accueil depuis la Deuxième Guerre mondiale. On se distancie chaque fois de plus en plus de tous ces principes-là. Mais ce qui inquiète aussi la chercheuse, ce sont les nouvelles politiques de déportation des migrants mises en place par Donald Trump. Avec une dizaine de pays africains, le président américain a conclu des accords pour déporter des migrants qui n'ont pourtant rien à voir avec ces pays. Ce sont des personnes qui deviennent vraiment des monnaies d'échange et une valeur instrumentale, géopolitique, géoéconomique, mais ne sont pas reconnus comme étant des êtres humains avec des droits, avec des vies, avec des familles, des communautés, etc. Donc, c'est extrêmement grave.